Et si, pour guérir la planète, nous commencions par réparer les dégâts commis? Votre Mac de la science spéciale s'intéresse à la géo-ingénierie. Autrement dit, rétablir l'équilibre dans le cycle du carbone pour contrecarrer le réchauffement climatique. pour approfondir le dossier, partez à la découverte d'importants projets de réhabilitation de l'environnement. Au Brésil, des plantes vont stopper la contamination de l'eau. On a beaucoup de plantes qui peuvent accumuler le métal ici. En Afrique, des chercheurs construisent une grande muraille verte pour lutter contre le désert. L'idée, c'est de faire de la reforestation pour essayer de bloquer le processus de désertification. Le Mac de la science, spécial géo-ingénierie, présenté par Jérôme Bonaldi, suivi du documentaire Réparer la nature, l'eau, dimanche à partir de 19h sur Science et Vie TV. Réchauffement climatique, dépendance financière, épuisement des ressources. Les énergies renouvelables sont devenues la solution d'avenir pour échapper aux effets pervers de la production pétrolière. Au milieu des années 70, le Danemark a subi une lourde crise. Nous sommes devenus dépendants du pétrole à 100%. Changer de système énergétique nous paraissait évident. Mais la révolution de l'énergie renouvelable est-elle vraiment en marche? Pour les poids lourds de l'industrie pétrolière, l'enjeu est de taille. Chiffre d'affaires 3500 milliards de dollars par an. Cette industrie est de loin la plus importante industrie au monde. Et ces grands patrons ne comptent pas se laisser détrôner. Soirée spéciale, énergie durable ou or noir. Mercredi, à partir de 20h45 sur Science et Vie TV. Siempre los salares se forman por ríos, river, underground. Désert d'Atacama. Funambule perché sur un fil parcourant régulièrement l'épine dorsale du Chili. Les Andes. Terre mystique où les personnages de légende sont faits d'épines, de pierres. Chaque pas, ici, est un effort. Entre sel et mer, terre et ciel. L'air ici se fait rare. L'ombre et la lumière. À la frontière argentine et bolivienne, j'ai rendez-vous avec un chasseur d'étoiles. Je travaille dans ce domaine qui s'appelle l'optique adaptative. L'objectif en fait de l'optique adaptative, c'est de corriger les perturbations introduites par l'atmosphère afin d'obtenir des images de très haute qualité. Donc on a déjà un télescope exceptionnel qui nous fournit des images exceptionnelles. Par contre, l'atmosphère terrestre vient dégrader ces images et nous on fabrique des instruments optiques, optomécaniques qui vont nous permettre de restaurer la qualité d'image et d'obtenir des images de très très haute qualité. Pour être capable de mesurer les perturbations de l'atmosphère, en général on utilise des étoiles qui se situent dans le ciel. Des étoiles naturelles, on appelle ça des étoiles normales. Le problème c'est qu'il n'y a pas forcément d'étoiles suffisamment brillantes dans tous les coins du ciel qu'on aimerait bien observer. Donc pour s'affranchir en quelque sorte de cette limitation, on va venir fabriquer des étoiles artificielles. Et pour fabriquer une étoile artificielle, on utilise un laser qui a une longueur d'onde très spécifique, 589 nanomètres, qui est la longueur d'onde d'absorption du sodium. Et on propage cette lumière laser dans le ciel jusqu'à une couche haute atmosphérique qui se situe à 90 km, qui va absorber cette lumière du laser et la réémettre
Et nous, on va utiliser cette lumière réémise pour mesurer les déformations et les perturbations introduites par l'atmosphère. Donc on vient créer en fait des étoiles artificielles afin de permettre la mesure des perturbations. Gemini, télescope cyclopéen tendu vers la voûte céleste. Un projet entre matière grise et poussière d'étoiles. La Serena, petite ville de la côte chilienne. Le sort d'un certain folklore de bord de mer. La vie ici est douce. Mais il nous faut maintenant remonter et retrouver Benoît pour s'expliquer sur son projet. Gemini, c'est un consortium qui regroupe plusieurs pays, entre autres les États-Unis, l'Angleterre, Brésil, Argentine, Chili, Australie, Canada. Donc chacun de ces pays vient apporter de l'argent, c'est de l'argent public, et tous ces pays mettent de l'argent dans un pot commun et ensuite on décide, enfin les pays décident qu'est-ce qu'ils veulent faire avec cet argent. Donc il y a une grosse partie de l'argent qui est dans ce pot commun qui part pour l'entretien, la maintenance et les opérations quotidiennes du télescope, parce qu'il faut savoir que ça coûte quand même beaucoup d'argent d'entretenir le télescope. Et après, il y a de l'argent qui est dédié à fabriquer, construire et développer des nouvelles instrumentations. Maxime, une question pour toi. On en est où avec le NGS Plate Scale? Enfin, moi je suis content de venir tous les matins au travail parce que je travaille dans un cadre magnifique. On a nos bureaux qui sont installés dans une maison, les réunions on les fait dans le salon. C'est très agréable pour travailler et ça donne envie de venir les matins au boulot, quoi. Ça participe aussi à l'excellence scientifique. On peut discuter librement, on peut soumettre des nouvelles idées, puis des fois cette pause café ou ce premier café il déborde et on va passer 1 heure, on va prendre un stylo, on va se mettre derrière le tableau blanc et on va commencer à écrire des équations. Et des fois ça débouche sur des nouvelles idées, donc ça peut paraître rigolo de dire on commence par un café, mais des fois c'est très productif. Comme la simulation est vraiment très proche de la réalité, je peux faire beaucoup de développement sans avoir à utiliser le vrai matériel, le vrai hardware. Là par exemple, je vois que je suis en train d'abîmer mon miroir. Quand ça devient rouge et ça devient bleu, c'est qu'il est en train de se saturer. Mais finalement, comme c'est en simulation, c'est pas très grave. Donc je peux même tester des choses un peu à la limite, sans la crainte d'abîmer du matériel qui coûte très cher. Une bonne équation, ça peut me rendre heureux. Effectivement, il y a des fois où de juste pouvoir écrire 3 équations d'affilée, même pas forcément inventer des nouvelles équations, des fois juste redécouvrir quelque chose qui est connu depuis longtemps, mais de le découvrir par soi-même, ça fait plaisir et je me sens bien. Arriver à un résultat intéressant sur le banc par exemple, sur la manip qui est ici, c'est aussi quelque chose qui va me faire sourire, qui va me rendre heureux. L'enthousiasme de Benoît cache un malaise bien ancré dans le milieu de la recherche. Des problèmes de financement est née la nécessité pour les chercheurs de s'expatrier. Moi, je n'ai pas forcément de problème dans mon quotidien, mais les problèmes vont plus être à long terme ou dans les choix politiques qui vont être faits. Par exemple, on voit des budgets de la recherche qui diminuent. En France, ça devient très très difficile d'obtenir un poste à long terme, voire quasiment impossible. C'est aussi pour cela qu'il y a beaucoup de jeunes chercheurs qui s'exilent et qui partent, comme moi je l'ai fait par exemple. J'ai fait ce choix de quitter mon pays pour venir à l'étranger parce que c'était beaucoup plus facile pour moi de trouver un travail au Chili qu'en France. Et après, on peut aussi ne pas forcément avoir envie de se battre à tel point pour finalement avoir un poste qui peut être moins attrayant que ce qu'on a à l'étranger.
Dans le laboratoire de Gemini, Benoît développe le projet Canopus grâce à une spécialité française, l'optique. Il la décline dans un domaine de compétences particulier, l'optique adaptative. Canopus, cerveau qui analyse le ciel. Ses synapses sont des fils, ses neurones agiles, processeurs amateurs de lumière, les yeux et les cils d'un géant tranquille. Dans ce hall d'intégration ici, on a Canopus qui est cette grosse boîte bleue. Canopus là, on l'a monté sur ce trépied jaune qui est en fait en quelque sorte un espèce de simulateur de télescope. Donc après, il faut s'imaginer que le télescope il est au-dessus ici. Toute cette structure jaune aussi, elle nous permet de pouvoir déplacer et tourner Canopus dans tous les sens pour tester que tout fonctionne bien, peu importe l'angle à laquelle on le fait fonctionner, parce que dans la réalité, sur le télescope, il va bouger dans tous les sens. Et la lumière qui arrive du télescope, en fait, arrive d'en haut. On va la dévier avec un premier miroir pour qu'elle rentre par ce trou. Donc ça va être l'entrée de Canopus et l'entrée de notre système d'optique adaptative. La lumière va être travaillée et corrigée à l'intérieur du système d'optique adaptative, à l'intérieur de Canopus. On vient améliorer la qualité optique de notre télescope. Canopus il permet d'améliorer la qualité d'image et en particulier la résolution angulaire, donc la capacité qu'on a à résoudre des détails. Et elle ressort par ce deuxième trou en dessous pour ensuite être donnée, être délivrée à certains instruments qui pourront être accrochés au télescope. L'originalité de ce système, c'est qu'il va nous permettre de corriger un champ beaucoup plus grand que les systèmes d'optique adaptative classiques qui sont utilisés actuellement. Et donc de ce côté-là, en fait, on a tout le banc optique et toutes les optiques qui viennent faire la correction des perturbations introduites par l'atmosphère. Voilà, donc la lumière, elle rentre ici, elle tape ce miroir, puis celui-là, puis 1, 2, 3, les 3 miroirs déformables, le miroir de basculement ici. Ici, on découpe le flux en longueur d'onde. La partie proche infrarouge sort et va vers les instruments comme les caméras et les spectrographes, et toute la partie visible est déviée vers le bas du banc optique avec encore un petit croisement ici. Une partie à 589 nanomètres qui est la lumière des lasers qui part vers les analyseurs de surface d'onde laser, et tout le reste de la lumière visible qui part vers les analyseurs de surface d'onde des étoiles naturelles. Et toute cette opération, on le fait 800 fois par seconde. L'air, c'est celle-là. Ok, oui, c'est là. Ok. C'est là pour les contrôles manuels. Ouais. L'astronomie, c'est déjà un langage universel. On utilise aussi beaucoup les mathématiques et la physique qui sont aussi des langages universels. Donc au-delà des langues, en fait, on peut parler le langage mathématique, physique ou de l'astronomie avec n'importe qui dans le monde. Et on peut très rapidement arriver à partager des points de vue. Par contre, les idées qu'on a sur des concepts peuvent être différentes. Et même si on parle la même langue, finalement cette langue de la science, on peut avoir, et c'est tant mieux, on a des idées et des points de vue différents sur la science. Et vous faites le mouvement seulement dans une direction, ouais. C'est vrai. Jeu de miroirs concaves et convexes, complexes, qui révèlent une réalité déformée. Alchimie envoûtante, déroutante. La lumière qui danse entre l'homme et la machine. On sert des températures à l'entrée. Ok, à l'intérieur. L'astronomie, l'optique, c'est des domaines qui me font rêver. C'est de la curiosité que j'ai et que tout le monde a, je pense, qui se développe à un moment plus ou moins chez certaines personnes. Qui est une curiosité qui dévore tout, quoi. J'ai envie de savoir ce qui va se passer, j'ai envie de comprendre, j'ai vraiment très envie de comprendre les choses. Et après,
C'est une analogie qu'on a déjà utilisée, mais on est resté des grands enfants et on s'amuse tous les jours. Moi je vais au travail, je joue avec des jouets, sauf que maintenant mes jouets ils coûtent plusieurs millions de dollars, c'est des hautes technologies. Mais je continue à m'amuser de la même manière que mon gamin s'amuse avec ses jouets, quoi. Donc non seulement les bureaux et l'environnement est très agréable, mais aussi le Chili, de vivre au Chili, c'est un cadre merveilleux. On habite au bord de la mer, ici il y a l'océan Pacifique. De l'autre côté j'ai les Andes. À 2 heures de voiture, je me retrouve au milieu des Andes, dans un petit village, au milieu de la montagne. Il fait 30 degrés, même en plein hiver, c'est magnifique. Pablo Neruda, poète chilien mondialement célébré, disait « Il meurt lentement celui qui devient esclave de l'habitude. Il meurt lentement celui qui ne voyage pas. Celui qui ne change pas de cap lorsqu'il est malheureux au travail ou en amour. Celui qui ne prend pas de risques pour réaliser ses rêves. Vis maintenant. Puisque toi, aujourd'hui, agis tout de suite. Ne te laisse pas mourir lentement. Ne te prive pas d'être heureux. Très généralement, on construit des télescopes dans des endroits aussi qui font rêver les gens. Et qui nous font rêver encore. Moi, je me lasse jamais de voir un coucher de soleil sur le Pacifique, même si je le vois tous les jours, même si je l'ai pris en photo déjà plus de 2000 fois. Tous les soirs, je le vois depuis mon bureau, je peux voir le rayon vert assez fréquemment. Je suis encore comme un enfant ébahi devant le coucher de soleil et chaque soir, ça va être différent. Un soir, il va y avoir des nuages, il va être encore plus beau que la veille. Il n'y a pas vraiment de routine. Chaque jour, on est devant une feuille blanche et on peut découvrir des nouvelles choses, on peut interagir avec des nouvelles personnes. Et ce qui est très très agréable en plus dans ce métier, c'est qu'on a beaucoup de liberté. Et il y a une grande place qui est laissée à la créativité, à l'innovation. Si on arrive à montrer que notre idée est la meilleure, et ben on va utiliser notre idée à la fin. Et après, il y a des journées types qui se passent au télescope, où donc là, on va prendre le bus le matin à 6h30, on va monter à Cerro Pachón, et on va aller travailler sur les systèmes qui sont installés là-haut. En route vers le télescope. Cheminer vers le Cyclope. Serpenter le long de l'échine du monde. Cerro Pachón. La patrie des marcheurs d'étoiles. Au sommet, ils scrutent la voûte céleste, en quête de réponses à leurs questions. Depuis petit, je me suis intéressé à regarder les étoiles et j'ai orienté un peu toute ma formation dans l'espoir, dans le but un jour de pouvoir être astronome, effectivement. J'ai postulé pour un poste ici à Gemini parce que justement Gemini aussi possède des systèmes d'optique adaptative très avancés et j'étais très intéressé pour venir travailler ici. Et donc j'ai eu la chance d'être pris et de pouvoir venir travailler dans ce site merveilleux. Donc en général on construit les télescopes sur des montagnes, parce que plus on va se situer en altitude sur les montagnes, plus la quantité d'atmosphère à traverser sera fine. Donc on bénéficie déjà en fait d'un avantage qui fait qu'on n'a plus qu'une petite couche d'atmosphère à traverser, donc la qualité d'image va déjà être améliorée. Ensuite on choisit en général des sites pour construire les télescopes où il fait régulièrement beau, parce que pour observer les étoiles, il ne faut pas qu'il y ait de nuages.
Donc ici, il y a plus de 300 jours ensoleillés par an. Et ensuite, le site de Cerro Pachón, ici au Chili, est très intéressant parce que la qualité de l'air y est très bonne. Et l'air, par exemple, y est très sec, ce qui nous permet de faire des observations dans des domaines de longueur d'onde qu'on ne pourrait pas faire à d'autres endroits. Ici, on est dans la salle de contrôle. C'est la salle à partir de laquelle on va contrôler le télescope, les mouvements du télescope et les instruments. Donc dans les écrans qui se situent de ce côté, on a accès à tout ce qui est contrôle du télescope. On va vérifier si le détecteur sature et puis on va avoir une image en temps réel des objets astronomiques qu'on est en train d'observer afin de vérifier la qualité des images au fur et à mesure au cours de la nuit. On est connecté avec la base à La Serena, avec les bureaux à La Serena. Donc à 150 km d'ici, à La Serena, on a une réplique exacte de cette salle de contrôle. Le Chili, La Serena, Cerro Pachón, l'observatoire, le télescope, plus près, encore plus près. Donc voilà. Le laser, guide de cette chimère, est difficile à rencontrer. Pourtant si fragile, il est dangereux de s'en approcher. Il pointe du doigt le ciel, mais on ne peut le toucher. Quelqu'un qui le connaît pourrait présenter. Et après ça, on est bon. Nous sommes dans la salle laser, qui est une salle blanche. Donc c'est pour préserver le laser de toutes particules. C'est supposé rester à 10 degrés ici, plus ou moins 0,2 degrés, je crois. À chaque fois qu'il va y avoir des variations de température de plus de, on va dire, un demi-degré, ça va changer complètement l'alignement du laser. Et du coup, ça va changer les performances du laser. Donc, soit on va avoir une baisse en puissance, ou une baisse de qualité de faisceau pour la génération d'étoiles artificielles. Donc là, on va ouvrir le banc laser. Donc pour ouvrir le banc laser, on va devoir s'équiper un peu. Donc je vais me couvrir le visage avec un masque facial pour éviter que toute particule de peau desséchée ou de poils tombe sur le laser. Donc je vais ouvrir le banc ici. Donc je fais d'ordi fit. Donc donc ce laser vient des États-Unis et donc il est soumis à une règle d'export control. Donc évidemment on n'a pas le droit de filmer ces éléments. Donc c'est un système très complexe qui demande une bonne connaissance du système. Et donc lorsqu'il faut faire un alignement complet du système, eh bien, ça prend beaucoup de temps, de l'ordre de 2-3 mois et peut-être plus pour des problèmes plus graves. La machine, œil de métal tendu vers le ciel, et qui révèle le vide sidéral, qui raconte ses mystères à l'humanité passagère. Donc ici on est juste à côté du laser. Le laser il est dans cette caisse. Et après en fait on va l'emmener, il faut le transporter jusque sur un autre petit télescope qui va permettre de le projeter dans le ciel et de fabriquer ces étoiles artificielles. La lumière arrive depuis les étoiles ou depuis n'importe quel objet céleste qu'on est en train d'observer. Elle est captée par le miroir primaire du télescope. Ce miroir il est concave, il va concentrer la lumière vers le miroir secondaire qu'on voit tout en haut du télescope. Et ce miroir secondaire, lui, il renvoie la lumière à travers le miroir primaire
Elle passe dans ce gros tube noir et elle est envoyée vers les instruments qu'on a vus qui sont en dessous du télescope. Donc ici on est, si on s'avance un peu, on est sous le télescope, en dessous du miroir primaire du télescope de Gemini. Et c'est ici en fait que se trouvent tous les instruments. Assez régulièrement, à peu près une fois tous les 2 ans, on enlève tous les instruments, on descend le miroir en dessous du télescope, on vient le mettre sur le gros ascenseur jaune et on va pouvoir descendre en fait le miroir jusqu'à une salle en bas où on va pouvoir nettoyer et remettre une couche d'argent sur notre miroir. Ce qui permet en fait d'avoir une meilleure performance ensuite. Meilleure performance, absence de sens, latence, à la quête d'un ailleurs, la grande quête du meilleur. Il n'y est aucune saveur qui vaut aux yeux de celui qui s'interroge autant que celle de la connaissance. Il faut les voir, s'activer, comme une armée de lucioles rangées qui piste la lumière mais ne sait pas vraiment où la trouver. Et pourtant, ils trouvent au moins la foi pour continuer à chercher. Maintenant, les Européens, comme les Américains, prévoient de construire des nouveaux télescopes encore plus gros avec des diamètres qui auront de 30 mètres à 42 mètres. Et ces nouveaux télescopes seront aussi équipés d'optiques adaptatives, et notamment avec des systèmes comme celui qu'on est en train de développer actuellement. Et donc ça arrivera d'ici une dizaine d'années, mais il y a encore beaucoup de travail d'études à faire auparavant, de tests. Et j'aimerais bien pouvoir, autant que possible, continuer dans ce genre de métier. Pierre après pierre, une toile de fond en forme de constellation, poussière et lumière, pour comprendre l'espace. Et enfin, sentir le sens de l'expression, tutoyer les étoiles. Découvrez les nouveaux enjeux de l'exploration spatiale avec Émilie Calandrelli. Exploration cosmique, dans un instant, sur Science et Vie TV. Imaginez un cataclysme qui ne touche que les humains. Imaginez la Terre après notre disparition. Que deviendraient les mégapoles vidés de leurs habitants? Les millions d'animaux destinés à notre alimentation? Les tonnes de produits chimiques laissés à l'abandon? Le cauchemar ne fait que commencer. Terre, population zéro. Tous les dimanches à partir de 20h45 sur Science et Vie TV. Aujourd'hui, les scientifiques agitent le spectre d'une nouvelle menace, les maladies émergentes. Leurs principaux responsables, croissance de la population mondiale, augmentation des flux internationaux, réchauffement climatique.
Si j'avais à parier, je parierais pour un virus très contagieux qui se transmet par voie aérienne ou par manuportage et qui attaque les voies respiratoires. Une des caractéristiques de ces émergences infectieuses, c'est la soudaineté, la brutalité de leur apparition. Tout peut basculer en 48 heures. Avons-nous les armes pour lutter contre les fléaux à venir? Épidémie, la nouvelle menace. Mardi 20h45 sur Science et Vie TV. Nom, Human Calculator. Signe distinctif, capable d'effectuer des opérations mathématiques plus vite qu'une calculatrice électronique. Vous êtes sûr que vous êtes The Human Calculator? Oui, je vous jure. Je ne vous crois pas. Ah bon? Je suis prêt si vous voulez faire un test. 987? 987, divisé par combien? 9. 109,66666. C'est bon? Oh la vache! Scott Flanberg est né avec une capacité neurologique extrêmement rare. Il voit des chiffres et des modèles mathématiques partout. Entrez dans l'esprit d'un véritable génie des nombres et redécouvrez le monde à travers l'incroyable logique des chiffres. Soirée spéciale, faculté hors norme. Jeudi, à partir de 20h45, sur Science et Vie TV. Aujourd'hui, dans Exploration Cosmique, souriez, vous profitez chez vous d'une technologie issue de la recherche spatiale. C'est minuscule. De la caméra intégrée à votre smartphone aux matériaux futuristes qui permettent à des personnes de remarcher, c'est pas parce qu'il me manque une jambe que je suis différent. Découvrez les innovations développées par la NASA qui facilitent notre vie de tous les jours. C'est maintenant dans Exploration Cosmique. Nous sommes au siège de la NASA à Washington, D.C. Bienvenue dans Exploration Cosmique. Je m'appelle Émilie Calandrelli. Aujourd'hui, nous allons voir quel impact a la recherche spatiale dans notre vie sur Terre. Certaines technologies développées par la NASA sont utilisées partout dans le monde quotidiennement. On les retrouve dans la nourriture des bébés, dans nos smartphones ou au cabinet de notre dentiste. Ce sont des technologies développées par la NASA pour la conquête de l'espace. Dan Lockney travaille au département transfert des technologies de la NASA. Il aide les sociétés privées à s'approprier les technologies de la NASA pour les adapter à leurs propres produits. On appelle ces produits des applications dérivées. Bonjour Dan. Bonjour Émilie, entre. Merci. Ravi de te rencontrer. Alors Dan, peux-tu me décrire concrètement l'activité du service transfert? Bien sûr. Nous essayons de voir quelles applications les technologies développées à la NASA peuvent avoir en dehors du domaine pour lequel elles ont été fabriquées et à qui elles peuvent profiter. Elles ont été développées dans le cadre de la recherche spatiale, mais elles sont susceptibles d'être utilisées dans des domaines autres. Donc vous faites en sorte que les contribuables, dont les impôts servent à financer la NASA, profitent eux aussi des avancées technologiques dans leur vie de tous les jours. C'est exactement ça. Vous nous montrez quelques exemples? Bien sûr, suivez-moi. Voici quelques exemples des technologies développées à la NASA. Celle-ci est intéressante. Nous l'avons appelée l'aérogel. C'est la matière solide la plus légère au monde. Elle est composée de plus de 99% d'air. C'est principalement du gel de silicone. C'est très léger, très isolant, mais c'est aussi très fragile. J'en ai un autre échantillon ici, mais je l'ai cassé comme tu peux le voir. C'est un matériau ultra léger mais trop fragile pour être utilisé dans certains domaines. Alors on a développé un matériau plus flexible et maintenant il est utilisé dans les vestes de ski, les chaussures et même pour les baskets. Et ça reste très isolant. C'est incroyablement léger, je n'ai même pas l'impression d'avoir quelque chose en main. Très léger, c'est assez impressionnant. C'est de la magie. Et c'est un excellent isolant. Et là, tu as de l'eau recyclée. De l'eau recyclée d'où? C'est un test de notre système de recyclage d'eau embarqué sur la Station spatiale internationale. Ce sont des déjections humaines transformées en eau potable. Tu peux goûter si tu veux. Ça ira, merci. Concrètement, c'est de l'urine d'astronautes transformée en eau potable. Absolument pas. C'est de l'urine de laborantin. Ah, effectivement, ça n'a rien à voir.
Mais la transparence est impressionnante. Donc on peut vraiment la boire? Tout à fait. Et voici l'instrument qui permet de supprimer tout arrière-goût. C'est une sorte de filtre à microbes. C'est la dernière étape de transformation de l'eau avant que les astronautes puissent la boire. Impressionnant. Donc on introduit de l'urine d'un côté et de l'eau potable ressort de l'autre côté. C'est aussi simple que ça? Le processus comporte quelques étapes supplémentaires, comme le passage par un filtre à charbon actif, mais c'est la dernière étape. C'est incroyable, c'est très petit et très léger. Ça a été créé spécifiquement pour la conquête spatiale? Oui, nous travaillons sur la légèreté et l'ergonomie de nos instruments pour faciliter les vols. Génial, merci beaucoup. C'est ce même instrument qui est utilisé un peu partout dans le monde chez le dentiste. Vous savez, quand on se rince la bouche et qu'on doit recracher l'eau, ce filtre garantit la pureté de l'eau. Ça fait partie des nombreuses innovations de la NASA dont le monde entier profite. Exactement. Les applications dérivées de la recherche spatiale contribuent à aider des gens comme Rob Burcham. Je suis né sans péroné et sans tibia, et avec un pied atrophié. On m'a amputé de ce pied à l'âge de 6 mois. Depuis ce temps, j'ai toujours porté une prothèse. Les technologies de la NASA ont permis d'améliorer la création de prothèses. J'ai eu une prothèse toute ma vie. Elle simule les mouvements d'une jambe, de sorte que personne ne voit que je porte une prothèse. La plupart des prothèses sont faites avec de la mousse à mémoire de forme. Il s'agit d'une mousse viscoélastique qui conserve la forme. C'est très répandu désormais. J'en ai même dans mon matelas. À l'origine, ça a été développé pour amortir les vibrations des sièges des pilotes lors de longs voyages. Dans son siège, le pilote supporte les vibrations de l'appareil parfois pendant 8, 9 ou 10 heures de suite. C'est assez inconfortable. Donc, ça améliore les conditions du pilote. L'entreprise Autobock fabrique des prothèses à l'aide de la mousse à mémoire de forme développée par la NASA. John Spillar est directeur de marché chez Autobock. Nous utilisons la mousse à mémoire de forme en raison de son toucher et de son aspect naturel. Cela nous permet de créer un effet très proche d'une jambe humaine. Une prothèse repose avant tout sur une structure en métal. Voici à quoi ressemble la prothèse sans l'habillage en mousse. Ce que vous voyez là, c'est l'ossature. Nous avons le pied, ici. Là, c'est ce qui deviendra le mollet. Et là, vous avez l'équivalent de la rotule. C'est sur cette ossature que nous venons appliquer la mousse à mémoire de forme. Nous façonnons la jambe selon les besoins du patient. Cette mousse épouse la forme du pied jusqu'à la cheville et elle se retire comme ça. Quand je regarde mes jambes, je ne vois pas de différence. Tout le monde veut pouvoir vivre sans être l'objet de regards curieux, sans se sentir différent. Chacun veut pouvoir vivre sa vie normalement, comme une personne lambda. J'ai eu une petite amie, j'ai été marié, j'ai mené ma vie normalement. C'est pas parce qu'il me manque une jambe que je suis différent de Bill, Bob, Sarah ou Steve. C'est vraiment cool de pouvoir profiter des technologies de la NASA pour faire des prothèses et améliorer la vie des gens. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous utilisez chez vous des technologies développées à la base pour les astronautes. Dans Exploration Cosmique, nous vous en faisons découvrir quelques-unes. En voici une que nous utilisons tous. L'appareil photo de notre téléphone portable. C'est l'invention d'un de nos chercheurs au laboratoire Propulsion en Californie. Il travaillait à l'élaboration d'un appareil photo à haute résolution ultra léger pour des missions spatiales. Pas question d'envoyer des équipements trop lourds dans l'espace, c'est compliqué et c'est cher. Cette micropuce contient le même appareil photo que votre téléphone. Cette petite puce-là, c'est l'appareil de votre téléphone. C'est si petit. Incroyable. Cette petite puce a permis à l'astronaute Barry Butch Wilmore de se prendre en photo durant une sortie à l'extérieur de la Station spatiale internationale. C'est une caméra sur une micropuce. C'est ce qui a rendu possible les selfies. Ce petit instrument a été développé pour la recherche spatiale, mais il peut aussi aider à économiser l'eau sur Terre. Lors de missions spatiales de longue durée, il peut être utile de pouvoir faire pousser des plantes. Ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de verdure autour de soi dans un environnement confiné comme un engin spatial, et c'est aussi un plus si on peut manger un peu de salade. Mais envoyer de l'eau dans l'espace est très coûteux.
La solution a été trouvée par la NASA en partenariat avec la société AgriHouse, située à Boulder dans le Colorado. Ce capteur placé sur une feuille indique quand la plante a besoin d'eau. Lorsque la plante commence à manquer d'eau, la feuille se contracte et on observe un changement de voltage.